Avec cette deuxième partie de Périscope, nous allons rentrer dans la chirurgie fine de l'aide aux entreprises avec mon invité, maître Mylène Baucher-Robinet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes avocate spécialiste des difficultés de l'entreprise et vous allez présenter l'arsenal, la trousse de soins du sauveteur de l'entreprise en difficulté. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui le sont. Vous réunissez d'ailleurs notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires de justice. Ils jouent un rôle important dans ces périodes-là. Le 23 mars à Paris, et évidemment vous vous adressez aux chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des demandes nombreuses d'entreprises qui s'inquiètent parce que la trésorerie, parce que les échéances de l'URSSAF, des impôts, les remboursements de prêts? Oui, alors tout à fait, il y a beaucoup de demandes, de questionnements des entreprises, il y a de l'inquiétude, il y a des entreprises qui sont déjà impactées, soit directement par la crise du coronavirus, soit parce qu'elles avaient déjà des difficultés de trésorerie structurelle. C'est surabondant. Oui. Voilà, ça vient s'ajouter. Peut-être qu'on aura des effets d'aubaine avec les mesures qui sont annoncées. En tout cas, il y a beaucoup de demandes, mais l'arsenal d'outils est là. Alors, on en est au stade de l'inquiétude. Chaque mot, vous savez, dans les périodes de crise, les mots ont un sens. On en est au stade de l'inquiétude ou de la vigilance, plutôt. Je préfère le mot vigilance qui est plus positif qu'à des situations de coma économique. Alors, vous savez, je parle d'inquiétude, il y a de l'inquiétude, mais pour répondre à l'inquiétude, il y a de l'anticipation. Oui. De l'information et de l'anticipation. C'est le seul moyen de répondre à l'inquiétude. La peur n'évite pas le danger. Il ne faut pas rester comme un lapin au milieu de la route qui voit la voiture arriver avec des phares. Il faut prendre des initiatives. La ministre qu'on avait, Mme Pannier-Runacher, il y a 48 heures sur LCI, disait les entreprises, appelez les numéros ou rencontrez vos conseils, experts comptables, avocats, etc. Prenez l'initiative d'aller voir l'URSSAF. Les gens ne vont pas venir vous voir tout seuls. Alors, c'est un point central, c'est un point clé. Aujourd'hui, on a une très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs de la prévention ou du traitement des difficultés des entreprises. Donc, vous disiez évidemment les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats, les conseils financiers, les communicants de crise. Évidemment, bien sûr, au premier plan, l'État et les représentants de l'État, à travers la DGE, la mission restructuration des entreprises. La Direction générale des entreprises. Voilà, et sur le terrain, ou dans les régions. Ils ont leurs représentants dans les régions. Et alors, effectivement, des circulaires ont été mises en place ou actualisées parce qu'elles existaient déjà avec les Gilets jaunes, pour donner aux entreprises des numéros, des points de contact, région par région, qui sont une sorte de numéro d'appel pour être informés sur les mesures de soutien. Je suis étonné, mais dans le bon sens du terme, l'État, les régions, les administrations ont réagi très vite. Elles ont réagi très vite, en tout cas, à mon sens, elles prennent la mesure d'une ampleur anticipée de la vague que l'on voit arriver, et tous les acteurs sont mobilisés. Tous les acteurs sont mobilisés, les acteurs représentants de l'État, les tribunaux de commerce également, qui ont beaucoup communiqué ces derniers jours sur ces fameuses cellules de prévention sur lesquelles on pourra revenir. Il faut préciser qu'il y a des procédures de sauvegarde. Je crois que le message a passé aujourd'hui pour les gens qui sont dirigeants d'entreprise, mais pour ceux qui sont salariés aussi de ces entreprises. Et puis, on en a partout dans le territoire, comme le disait tout à l'heure Benjamin Corien, ça fait bosser le frère, le cousin, le voisin, etc. C'est utile. C'est qu'il y a dans l'arsenal juridique des procédures d'armistice, je veux dire les choses comme ça, qui permettent de retarder les échéances et de faire face à une situation imprévue. Alors, il y a différentes catégories de mesures. Il y a des mesures que l'on pourrait qualifier d'exceptionnelles, qui ont été annoncées par le gouvernement, je crois pour la première fois dans un communiqué du 2 mars dernier, qui sont constamment réactualisées. Ces mesures exceptionnelles sont construites sur des dispositifs qui sont plutôt déjà existants, mais que l'on vient renforcer ou simplifier. Alors, elles sont diverses. La question du temps est importante là. Quand vous dites simplifier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un gymkhana administratif, un numéro de téléphone, quelqu'un décroche, on veut une réponse.
Exactement. C'est ça le c'est sujet dans l'information. du jour. Hein. Sur la mise en œuvre de ces dispositifs, je pense par exemple aux mesures de chômage partiel. Ouais. Les entreprises qui ont besoin de mettre en place ces mesures pour accompagner l'activité partielle auront une réponse de l'administration non pas sous 15 jours, mais sous 48 heures. Et ces dispositifs de chômage partiel sont déjà très utilisés. On a eu les chiffres. Près de 2000 entreprises, mardi, 30 000 salariés concernés par ces mesures de chômage partiel exceptionnel. Alors, rien de tel, vous savez, qu'un bon exemple, c'est très bon, un cas pratique pour les juristes. Je vais vous proposer de partager ce reportage. C'est un autocariste du secteur de l'Oise qui, évidemment, secteur des transports, on en parlait tout à l'heure, est à l'arrêt. La question que se pose le chef d'entreprise, c'est est-ce que nous serons capables de redémarrer l'entreprise? Chômage partiel en attendant mieux. C'est un reportage sur place dans l'Oise de tirateur artificiel économique pendant très longtemps. La réponse c'est non. Comment on répond là à cette problématique des autocaristes? Alors, il y a un terme qui est très important, c'est la trésorerie. Hein. Ouais. On en parlait. La trésorerie est centrale. On doit pallier à un manque de liquidité, que l'on espère temporaire et le plus court possible, de ces entreprises. Donc, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'en droit, la notion centrale du déclenchement d'ouverture des procédures collectives, c'est la notion de cessation des paiements. Cessation des paiements, ça veut dire quoi? Grosso modo, qu'une entreprise est plus capable de payer ses dettes exigibles. Donc, en cas de cessation des paiements, un dirigeant a par principe, l'obligation de se tourner vers le tribunal pour solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Afin d'éviter... Là, on a une boîte, je reprends cet exemple, on a une entreprise qui a des contrats. Elle a des contrats, c'est-à-dire qu'elle aurait des clients si tout allait bien. Et techniquement, elle ne peut pas exécuter ses contrats. Ouais. Donc, le gouvernement a mis en place ces mesures pour, disons, relâcher la pression sur la trésorerie, des échelonnements, hein, ça a deux ordres, des échelonnements des paiements, des dettes fiscales et sociales, oui. Traditionnellement... Ça dépend des administrations et de l'URSSAF, donc ça se négocie. Ça se négocie, alors généralement, c'est via une structure qu'on appelle les CCSF, on fait un dossier, c'est pas extrêmement compliqué, c'est à la mesure de tout chef d'entreprise. Plus simplement, sur simple mail, cela a été annoncé par le gouvernement, les entreprises pourront solliciter des reports de paiement des prochaines échéances sociales. Donc, on a un premier cas de figure qui est l'étalement des échéances. Mais si on va plus loin, là, notre chef d'entreprise, il a environ 20 chauffeurs. Vous avez vu qu'il y en a deux. Il y en a deux qui travaillent là. Les autres, il les met en chômage partiel, c'est ça? Ou il leur demande de rester chez eux, de prendre les RTT. Quelles sont les solutions dont ils disposent? Alors, il y a le chômage partiel qui peut se combiner avec des actions de formation pour utiliser pleinement, mettre à profit ce temps, action de formation. Mais je suis d'accord avec vous, ça ne peut pas durer indéfiniment. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est la durée de cet arrêt. Et là, bien malin, franchement, dans le département de l'Oise, bien malin celui qui peut dire combien de temps ça durera. Personne ne peut le prévoir. Bon, on voit que ça commence à redémarrer en Chine. Je pense que ça donne des perspectives plutôt optimistes. Mais vos outils, c'est l'objet de ma question, ça permet de survivre à ce type de choc 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ça dépend. Alors pour le moment, je ne sais pas non plus sur quelle durée le gouvernement va mettre en place ces mesures, les approfondir. Ce que je sais, c'est que des cellules de prévention, des cellules de crise ont été créées afin de recevoir l'information qui remonte du terrain et de pouvoir en permanence adapter les réponses qui sont données pour les entreprises par les différentes administrations publiques. Là, je parle des administrations publiques, mais les acteurs privés doivent aussi jouer le jeu. Les acteurs privés, ce sont les banques. Oui, alors les banques ne peuvent pas exiger, si cet autocariste a encore des leasings, ou des leasings ou un remboursement de prêt, il faut le suspendre. C'est possible quand vous achetez votre maison. Quand vous achetez votre maison, vous pouvez demander à un moment un ajournement, un armistice, comme je le disais, 6 mois, puis votre prêt, il va courir 6 mois de plus. Est-ce qu'une entreprise peut le faire? Une entreprise peut totalement demander
une suspension, un rééchelonnement, un réaménagement de manière générale de ces emprunts bancaires. C'est ce qu'on appelle les restructurations financières. Ça existe bien évidemment hors contexte de crise. Ce sont les restructurations financières qui se mettent en place en général dans des cadres de mandats ad hoc, de conciliation, voire de procédures de sauvegarde. Cela existe. La question, c'est de savoir comment les entreprises vont s'en emparer, quelle est la réponse qui va être donnée par les acteurs bancaires. Et c'est ma question, c'est la question qui suit, c'est est-ce qu'il n'y a pas un tabou finalement du chef d'entreprise à aller vers son banquier, vers l'avocat, vers l'administrateur, le mandataire? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de syndrome de la citadelle assiégée et de l'enfermement? Alors vous parlez de tabou, c'est vrai, il y a une mauvaise compréhension, une aversion des dirigeants. Une aversion administrative, oui, on a connu des ministres ou des députés qui l'avaient. Voilà, pour l'administration ou pour le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce qui est en général le tribunal qui s'occupe des procédures, des procédures collectives, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire. Il y a une méconnaissance du rôle exact des tribunaux de commerce qui est cantonné à ce rôle d'organe de sanction, un tribunal qui est là pour juger les dirigeants qui ont commis des fautes parce que leur entreprise est allée à la faillite. Mais là, il n'y en a pas. Et les dirigeants ont peur d'y aller. Oui, mais là, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, mais il y a toujours cette aversion et cette peur de s'orienter vers le tribunal de commerce, alors qu'ils ont un autre rôle. Eh bien, merci, Maître Mylène Bauchier-Robinet. On va leur demander de briser le tabou, briser le plafond de verre. Allez voir le tribunal de commerce, un juge, allez voir un avocat. N'hésitez surtout pas, parce que là, finalement, le temps compte. Et même en cas de crise profonde, c'est un peu le message que je retiens, même en cas de crise profonde, il y a des outils pour surmonter ces situations de tension. Merci d'être venu dans Périscope. Je vous rappelle que ce soir, Guillaume Pujadas reçoit le ministre de la Santé, Olivier Véran, avec des Français, des professionnels de santé, des Français comme vous, comme moi, qui ont des questions à lui poser. David Pujadas, donc, à partir de 20h45 sur LCI. Merci de nous avoir suivis. Dans un petit instant, le débat autour d'Arlette Chabot. À demain.